Forum Radio J dont vous êtes l'invité. François Hollande, bonjour. Bonjour. Alors à 5 mois de la présidentielle, vous publiez un nouveau livre, son titre Affronter, il est publié chez Stock. Occasion pour vous de dénoncer ce que vous appelez les désordres et les divisions qui minent la nation et de régler aussi vos comptes avec la classe politique notamment. Et peut-être en premier lieu avec Emmanuel Macron, un voyageur sans boussole, écrivez-vous, un homme d'aucune doctrine, changeant d'opinion au gré des événements, sautant d'une conviction à l'autre comme une grenouille sur des nénuphars. Vous ne ménagez pas non plus vos camarades du Parti Socialiste et de la gauche. Comment, dans ce contexte, pour Anne Hidalgo, avec laquelle vous n'êtes pas très tendre dans ce livre, passer d'une candidature lilliputienne, le terme est de vous, à une candidature crédible? Et puis, quel avenir pour le PS, et comment, au-delà de ce livre, entendez-vous contribuer au débat présidentiel et aussi à l'après 2022? Mais pour commencer, François Hollande, l'actualité, c'est l'adoption hier du pacte de Glasgow à la COP26. Est-ce que Barbara Pompili a raison de dire, elle le dit aujourd'hui dans le JDD, que ce sommet aura été utile et que le combat climatique se porte mieux après la COP26? Le combat climatique, s'il a eu une étape majeure, c'est avec la COP 21 à Paris. Donc c'est vous, hein? C'est ce 2015. que j'avais organisé. Laurent Fabius était président de la COP, Ségolène Royal était ministre de l'écologie, et ensemble, Nicolas Hulot nous avait également prêté main forte. Nous avions permis qu'il y ait un accord à Paris. Et c'est sur la base de cet accord de Paris de 2015 que la COP 26 peut avancer. Et elle a avancé, elle a reculé, la COP 26? Elle a avancé sur un point qui est de mettre directement en cause les énergies fossiles et le charbon. Elle a en revanche été timide, pour ne pas dire davantage, sur les objectifs même de réduction du réchauffement climatique. À cause de l'Inde et de la Chine, hein? Puisqu'à Paris, nous avions fixé à 1,5 degré Celsius l'objectif, et que là, nous serons, avec Glasgow, au-delà de 1 degré. Au mieux 2 degrés, hein? Oui, 1,5 degré, peut-être au milieu du siècle, et 2, voire davantage, à la fin du siècle. Donc le combat, il continue, il doit même se renforcer. Et ce qui est dommage dans la COP 26 à Glasgow, c'est qu'il n'y ait pas eu l'acte qui était attendu par les pays émergents, les pays les plus fragiles, les pays les plus exposés, d'une solidarité de 100 milliards de dollars par an. Et deuxièmement, qu'il n'y ait pas eu le prix du carbone qui était attendu par beaucoup, qui avait déjà été introduit au moment de Paris et qui n'a pas été confirmé à Glasgow. Est-ce que vous diriez que le pacte de Glasgow, la COP26, tourne le dos aux accords de Paris? Non. Non. Non, ça ce serait une erreur de le dire. La COP26 s'ajoute à Paris. C'est insuffisant dans les objectifs, sûrement dans les moyens, mais c'est aussi une avancée dans la mesure où maintenant, très clairement, les énergies fossiles sont citées dans le texte, même si l'Inde et la Chine ont obtenu au dernier moment un amendement qui faisait que des circonstances particulières peuvent justifier la poursuite de l'exploitation du charbon et des énergies fossiles. Sur la position de la France, est-ce que Emmanuel Macron a joué le jeu? Est-ce qu'il a fait preuve de volontarisme? Est-ce que vous auriez, dans le cadre de cette COP26 et ses ministres, est-ce que vous auriez agi différemment à sa place? Je pense que l'Europe a joué tout son rôle. Notamment l'Europe, c'est-à-dire c'est pas la France, c'est heureusement toute l'Europe. Ouais. C'était ça l'objectif. Et Madame von der Leyen a joué toute sa part. La France a été là, aurait pu être plus présente, plus mobilisée, plus active. Elle a simplement soutenu les efforts européens. Je pense que la France doit d'abord montrer l'exemple. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Sur certains points, ça peut être le cas, notamment sur l'objectif de neutralité carbone, sur la volonté de faire monter les énergies renouvelables. Mais nous sommes en retard sur les énergies renouvelables. Mais que je ne vais pas ici critiquer la France. Elle est parmi les pays qui font le plus pour le combat pour lutter contre le réchauffement climatique. Elle peut en faire davantage. Énergie renouvelable, on va en parler. Est-ce que Emmanuel Macron a raison de vouloir relancer la filière nucléaire pour assurer d'abord notre indépendance énergétique et ensuite lutter contre le réchauffement climatique? Donc on parle donc de la filière EPR que vous connaissez et de la mise en œuvre et du lancement de nouveaux réacteurs nucléaires type SMR. Oui, je ne sais pas exactement ce que seront ces nouveaux réacteurs qui ont été annoncés. Est-ce que vous êtes favorable à la relance du nucléaire? Je vais donner ma position. Le nucléaire n'a pas besoin d'être relancé, il est là. Et il doit être poursuivi
prolonger autant que nécessaire. Pourquoi autant que nécessaire ? Parce que nous avons besoin, pour assurer la neutralité carbone en 2050 et pour faire diminuer, voire supprimer les énergies fossiles, nous avons besoin et du nucléaire et des énergies renouvelables. Donc la solution passe par le prolongement des centrales existantes et par l'introduction de nouveaux réacteurs. Est-ce que ce seront des réacteurs EPR qui ont connu, c'est vrai, quelques difficultés, et qui ont coûté cher, hein, ou d'autres réacteurs? Je pense que ça fait partie du débat post-présidentiel, mais ce qui doit être sûr, et moi ma position de ce point de vue-là n'a pas varié, c'est que nous avons besoin du nucléaire et besoin des renouvelables. Ceux qui vous disent le tout nucléaire sans renouvelable vous mentent. Ceux qui vous disent le tout renouvelable sans nucléaire vous trompent. Alors justement, le PS, il propose un scénario 100% renouvelable pour couvrir les besoins nationaux d'électricité d'ici à 2050. Donc il mente. Mais je pense que c'est pas bon. C'est pas une perspective. C'est pas une position d'un parti du gouvernement. On peut toujours défendre cette position, et ils ne sont pas les seuls à le faire, mais c'est une position qui aboutirait à être beaucoup plus coûteux dans le résultat et beaucoup plus incertain dans l'atteinte de l'objectif, puisque nous nous priverions de l'énergie nucléaire. Je fais observer que Mme Hidalgo s'est mise sur une position plus équilibrée. À votre demande, on en parlera tout à l'heure. Hein. Et les Verts ? Les Verts tiennent une position qui est, à mon avis, intenable, de laisser penser qu'on peut sortir du nucléaire à l'horizon des 20 prochaines années. Et Jean-Luc Mélenchon, qui en rajoutait sur la sortie du nucléaire, vient de concéder qu'il faudrait le prolonger de 10 ans de plus. Donc on fait des pas, tant mieux, vers la solution la plus équilibrée, du nucléaire, des renouvelables, et j'avais fixé l'objectif de 50% de production d'électricité sur la base du nucléaire, c'est le bon. Alors, autre question d'actualité, c'est ce bras de fer entre l'Europe et Poutine, notamment à propos de la Biélorussie. Dites-vous, comme Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne qui s'exprime aujourd'hui dans le JDD, qu'il y a une menace russe et que l'Europe est en danger? Oui, il y a une menace russe, mais elle n'est pas nouvelle. Elle pèse... Vous l'avez connue quand vous étiez président de la République, cette menace russe? Bien sûr, elle pèse sur les frontières de l'Europe. Si je me suis engagé autant sur la solution ukrainienne avec Angela Merkel, c'est précisément pour la faire tomber, cette menace, et pour obtenir un cessez-le-feu. Et alors, depuis, cette menace a augmenté ou elle a diminué? Elle a augmenté. À cause de quoi? À cause de qui? Elle a augmenté pour plusieurs raisons. La première, c'est la volonté de Vladimir Poutine lui-même de faire en sorte qu'il puisse avoir autour de la Russie des conflits qui ne sont jamais réglés, ce qu'on appelle des conflits gelés. Divisés pour mieux régner? Oui, là, en l'occurrence, il s'agit de créer des déstabilisations dans les pays proches pour mieux justifier l'emprise de la Russie sous Vladimir Poutine. La deuxième raison, c'est que les États-Unis se sont, au moins sous Donald Trump, retirés. Et donc, Vladimir Poutine en a tiré avantage. Et la troisième raison, c'est que l'Europe n'est pas suffisamment ferme à l'égard de la Russie. La faute n'en est pas d'ailleurs à Joseph Borrell, qui au nom de l'Europe fait ce qu'il peut et ce qu'il doit, mais il y a des pays, vous les connaissez, la Hongrie notamment, et c'est pas le seul pays, qui ne veut aucune sanction à l'égard de la Russie et qui a plus que des complaisances. Ce qui est grave aussi, nous en parlerons sans doute, c'est que les extrêmes droites en Europe sont liées à la Russie et que la Russie utilise les extrêmes droites pour justifier ses influences, ses menaces et quelquefois ses interventions. J'ajoute que la Russie est également maintenant présente en Afrique. On l'a vu en Centrafrique, où elle prête ses mercenaires. On l'a vu en Libye, où elle est intervenue avec les mêmes mercenaires, qui est une société qui dépend directement du pouvoir russe. Et on le voit aujourd'hui au Mali. Alors, autre question concernant la Biélorussie. L'Europe doit décider demain de sanctions contre la Biélorussie. Vous disiez, il faut peut-être aussi sanctionner la Russie. Est-ce que ça serait l'occasion de sanctionner la Russie? La Russie est déjà sanctionnée. Mais plus que ce qu'elle est aujourd'hui. La Russie est déjà sanctionnée par rapport à ce qu'elle a fait ou à ce qu'elle n'a pas fait en Ukraine, aussi pour avoir pris la Crimée au-delà de toutes les règles internationales. La Russie et ses dirigeants sont sanctionnés aussi pour leur comportement lié à la déstabilisation, voire même à des activités a priori, ça ne suffit pas, liées à
à la mainmise sur les pouvoirs médiatiques, voire même l'enfermement d'opposants. Vous me posez la question sur des sanctions nécessaires. Oui, les sanctions sont nécessaires à l'égard de la Russie. Et ce qui se passe avec la Biélorussie est extrêmement grave, puisque c'est la Biélorussie, avec l'appui de la Russie, qui fait venir des migrants des zones du Kurdistan irakien, voire même de Syrie, pour créer une situation aux frontières de l'Europe, et donc aux frontières de la Pologne, et ainsi créer une peur, un effroi d'une vague migratoire et des situations humanitaires inacceptables. Je rappelle une nouvelle fois que l'extrême droite, notamment française, est directement complice de ce qui se produit, c'est-à-dire soutenant Vladimir Poutine. Et elle entretient également la menace d'une invasion migratoire qui est provoquée par des déplacements organisés par la Biélorussie. Alors justement, qu'est-ce qui marche avec Poutine, François Hollande ? Monsieur l'ancien président François Hollande, puisque vous avez géré ce dossier quand vous étiez à l'Élysée, c'est la fermeté ou c'est le soutien affiché à la Russie de l'extrême droite et aussi d'une partie de la droite ? Soutien à la Russie en ce qui concerne aussi bien ce qui se passe dans les pays de l'ex-Union soviétique que aussi par rapport à ce qui se passe en Syrie. Ce que j'ai fait comme président, c'est toujours le dialogue dans l'extrême fermeté. Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prêt à une négociation lorsqu'il est à bout de ses arguments ou lorsqu'il a une crainte de voir ses intérêts mis en cause. On se souvient de ce qui s'est produit sur l'affaire du gaz et qui continue de se produire sur l'affaire du gaz. Donc, chaque fois qu'on met en cause les intérêts économiques pétroliers, gaziers de la Russie, chaque fois qu'il y a des sanctions sur ses dirigeants, chaque fois qu'il peut y avoir des opérations militaires de l'Union européenne ou de l'OTAN pour mettre un coup d'arrêt à la Russie, c'est le seul langage qu'il comprend. Alors l'extrême droite, l'extrême droite, elle est complice depuis très longtemps de la Russie de Vladimir Poutine. Comment vous l'expliquez ? Une partie de la droite française aussi. Pour la droite française, elle pense que le dialogue suffit, alors que le dialogue sans sanction, le dialogue sans pression, le dialogue sans menace, le dialogue sans rapport de force, eh bien, est un dialogue qui n'aboutit qu'à un recul. Quant à l'extrême droite, c'est plus grave, parce qu'elle est liée, quelquefois même sur le plan bancaire, à la Russie. L'extrême droite, elle est complice de ce que Vladimir Poutine organise, c'est-à-dire une déstabilisation des démocraties. Et l'extrême droite laisse faire la Russie, notamment sur la gestion de cette immigration via la Biélorussie. L'extrême droite est solidaire d'Orban, qui lui-même est un complice de Vladimir Poutine. Voilà ce qu'est le comportement de l'extrême droite. Pas simplement en France, on l'a vu en Italie, on l'a vu également en Allemagne, et Vladimir Poutine soutient toutes les extrêmes droites en Europe. Ça veut dire que l'extrême droite, c'est le parti de l'étranger aujourd'hui ? Non, moi je ne prends pas ces expressions-là, mais quand on se souvient de ce qu'était, à juste raison, le mouvement anti-totalitaire, lorsqu'on se souvient des mobilisations qu'il y avait contre les enfermements tout à fait scandaleux que pouvaient subir des opposants au régime soviétique, et le silence qui est aujourd'hui observé par rapport à des opposants qui sont soit arrêtés dans des conditions illégales, soit enfermés, soit envoyés en Sibérie, mais où sont les voix qui hier s'alarmaient des excès, à juste raison, du régime soviétique ? Mais les voix, c'est souvent des intellectuels, notamment issus de la gauche, qu'on n'entend pas. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais en tout cas, ils sont sans voix. Or, aujourd'hui, la menace principale sur l'Union européenne, sur sa stabilité, sur sa sécurité, et même sur son approvisionnement énergétique, cette menace-là, elle vient de Russie. Alors, autre question d'actualité, autre thème d'actualité, bien, c'est la commémoration hier des attentats du 13 novembre. Alors, vous avez témoigné au procès, c'était mercredi, procès de Salah Abdeslam et de ses complices dans ces attentats du 13 novembre, et vous avez dit, nous savions que dans le flux de réfugiés, il y avait des terroristes, mais nous ne savions ni où, ni quand, ni comment ils allaient nous frapper. Est-ce qu'il est juste de considérer qu'il s'agit de votre part d'un mea culpa, et est-ce que vous considérez avoir eu une part de responsabilité dans ces attentats ? Je me suis adressé aux parties civiles lors du procès, qui interrogeait à juste raison le chef de l'État qui était là le 13 novembre pour savoir ce qu'il connaissait de la menace
et ce qu'il avait pu faire avec son gouvernement pour la prévenir. J'ai expliqué combien nous avions été mobilisés avant les attentats pour renforcer les frontières de Schengen. C'était Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui s'en était chargé avec ses collègues européens, pour créer un contrôle dans l'espace Schengen, y compris des ressortissants européens, et pour faire en sorte que nous puissions avoir des échanges d'informations sur les éventuelles venues de terroristes à travers des mouvements qu'on connaissait d'immigration. Mais vous avez dit que nous savions. Hein, nous savons qu'il y avait des risques. Ouais. Bien sûr, quand il y a 1 million de personnes, on peut penser qu'il y a des risques que certains s'engouffrent dans la brèche. Mais je vais revenir sur des déclarations qui ont été prononcées. Alors justement, les déclarations, vous parlez de déclarations contre vous, qui vous ont mis en cause, ou vous parlez de déclarations que vous avez prononcées devant le tribunal? Non, je ne parle pas de commentaires sur mes propres déclarations, alors, vos déclarations, mais sur les déclarations qui ont pu être faites encore hier soir par l'extrême droite. Alors on va préciser les choses. Les extrêmes droites. On va préciser les choses. Donc, suite à votre témoignage de mercredi au procès des attentats du 13 novembre, Éric Zemmour, rejoint ce dimanche, par Marion Maréchal, ex-Le Pen, vous a accusé dans un premier temps d'avoir préféré que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France. Et il a ajouté hier, je crois que c'était, j'en suis sûr même, au Bataclan, que vous n'avez pas protégé les Français et pris une décision, c'est ces termes, une décision absolument criminelle de laisser les frontières ouvertes, alors que pour une fois, les accords de Schengen permettaient de laisser fermer les frontières. Qu'est-ce que vous lui répondez? Les propos des extrêmes droites, puisque aujourd'hui nous en avons deux, et notamment les déclarations de Éric Zemmour sont à la fois infondées, indécentes et indignes. Alors elles sont infondées parce que les terroristes du 13 novembre, dois-je le rappeler, ne sont pas venus de l'extérieur, sont venus de Belgique. Quand je dis de l'extérieur, de l'Union européenne, sont venus de Belgique. Ce sont des individus qui sont belges ou français, sauf 2 qui étaient irakiens. Donc les terroristes sont venus de l'Union européenne et sont des citoyens de l'Union européenne. Par ailleurs, tout ce que nous avons fait avant les attentats visait justement à contrôler, parce que nous savions qu'il y avait des risques, les arrivées extérieures à l'Union européenne. Avec le renforcement de Frontex, nous y avons mis des moyens humains français, en plus des moyens européens qui étaient déployés. Nous avons fait en sorte aussi d'avoir des échanges d'informations pour être sûr, autant qu'il était possible de l'être, des passages des uns ou des autres. Nous avons fait en sorte que dans les négociations de l'Union européenne, 2 grandes avancées puissent être commises. C'est la première, c'est d'avoir un contrôle des ressortissants européens à l'intérieur même de Schengen, et de faire en sorte aussi qu'il y ait par le PNR une négociation qui avait mis 10 ans avant d'être aboutie, grâce à nous, d'avoir l'échange d'informations sur les circulations aériennes. Donc c'est infondé. Ouais. Ensuite, c'est indécent. Indécent par rapport aux victimes, indécent le 13 novembre, indécent d'être devant le Bataclan, indécent de dire que c'est finalement le président de la République de l'époque, le gouvernement, qui n'aurait pas fait son devoir, indécent de parler de guerre de civilisation devant le bâtiment lui-même, prenant en cause finalement le langage même des terroristes. Indécent ou cynique? C'est enfin indigne. C'est indigne parce que ça laisse penser que ceux qui ont dirigé la France sont des criminels. Oui, mais c'est ce que dit Marion Maréchal ce matin. Elle parle d'irresponsabilité criminelle de votre part. Donc dire que ce sont des criminels, ça voudrait dire donc que... Donc vous êtes criminel, hein? Ça voudrait dire que, en définitive, les terroristes et les dirigeants seraient co-responsables de ce qui s'est produit. C'est en ce sens que c'est indigne. Et que tous ceux qui s'expriment ainsi, tous ceux qui sont dans le dévoiement, qui sont dans une espèce de dérive, qui n'est pas simplement verbale, qui sont dans une espèce d'hystérisation, de manipulation et de mise en cause de la France en tant que telle, doivent être mis de côté dans le pacte républicain. Et tous ceux qui engageront des discussions avec ces personnages ou qui ne les dénoncent pas, d'une certaine façon, participent de cette dérive. Quand vous parlez de tous ceux qui ne dénoncent pas ces propos, ces personnes, c'est les politiques ou ça peut être aussi les médias, la presse? Je crois que dans une démocratie, tous les pouvoirs doivent faire preuve de responsabilité et de ne pas créer de divisions
qui soit irréversible ou même qui soit dans une dérive qui peut conduire à des excès. Quelle était mon attitude comme président de la République ? Toujours de préserver l'unité de la nation, toujours de faire en sorte que la cohésion soit là. Quelle était l'intention des terroristes ? Nous séparer, nous diviser, introduire une guerre entre les religions. Et ça marche aujourd'hui avec Zemmour ? C'est ça que vous voulez dire ? Je crois qu'il y a maintenant des déclarations, des comportements, des attitudes, des dérives, des manipulations qui finalement font le jeu de ceux qui voulaient diviser la nation, c'est-à-dire d'abord les terroristes. Donc inutile de vous demander si vous avez envie de débattre avec Zemmour de ce sujet ou d'autres. Je n'ai aucune envie de débattre avec un personnage qui considère que je suis responsable criminel de ce qui s'est produit. Alors on poursuit sur Zemmour. Que vous inspire le fait qu'il développe toutes ces thèses autour de Pétain, qui aurait sauvé les Juifs français, de la remise en cause du discours de Veldiv de Jacques Chirac, de l'action de la résistance même, du procès Papon, de la qualité de français des enfants Sandler et Monsénégo assassinés par Mera à l'école juive de Toulouse parce qu'ils ont été enterrés en Israël, ou même le caractère antisémite des accusations contre le capitaine Dreyfus. Vous êtes ancien président de la République, vous avez vécu une partie de ces événements depuis l'Élysée. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Si un responsable politique tenait ces propos-là, appartenant à la droite ou à la gauche, y compris à l'extrême droite, ou même à l'extrême droite, vous l'y ajoutez, il serait immédiatement dénoncé comme l'était Jean-Marie Le Pen, voire Marine Le Pen, quand ces deux dirigeants de l'extrême droite commettaient des fautes majeures par rapport à l'histoire, ou à la décence, ou à la sécurité des Juifs eux-mêmes. Nous considérerions qu'ils se seraient mis hors champ. Il ne pourrait plus, en tout cas, s'exprimer. La liberté existe, mais ils ne pourraient plus être considérés comme des acteurs ordinaires de la vie politique. En clair, leur carrière politique serait peut-être terminée. Ils seraient montrés du doigt, stigmatisés. Rappelez-vous des déclarations de Jean-Marie Le Pen sur du rafour crématoire. Ou le point de détail. C'est équivalent, ça ? Non, je dis pas que c'est équivalent, puisque ça porte sur d'autres sujets liés à l'histoire. Enfin, considérer que Pétain n'a pas eu de responsabilité dans la déportation des Juifs, penser que Dreyfus a créé de l'antisémitisme à son détriment et au détriment des Juifs, penser que il y a là une manipulation de l'histoire, tout ça devrait créer l'émotion et l'effroi. Or, il y a une forme de banalisation. Eh bien, nous ne devons pas banalisation accepter... ou zémorisation ? Non, ce serait lui faire trop grand cas, de banalisation des propos d'extrême droite. Et je crois qu'il y a là une responsabilité, la vôtre, du système médiatique, la responsabilité politique, parce que on ne peut pas considérer qu'un chroniqueur qui tient des propos indécents puisse être regardé comme n'étant pas dans la vie politique. D'autant que l'on sait maintenant qu'il va être candidat à l'élection présidentielle. Et que, quand bien même, pourrait-il dans des sondages figurer au deuxième tour, il aurait une forme d'absolution. Mais ça serait encore plus grave. Ça veut dire que vous demandez aux médias, notamment à certaines chaînes de télévision, peut-être à CNews, un peu de décence ? CNews est la chaîne de M. Zemmour. Donc, de ce point de vue, tout est organisé par rapport à lui. Ses propos sont repris même quand il n'est plus un chroniqueur de l'antenne. Donc, de ce point de vue, ceux qui regardent CNews savent de quoi il s'agit. C'est-à-dire, il y a une opération Bolloré derrière ? Je sais pas, en tout cas, ceux qui sont les dirigeants de cette chaîne, sont les propriétaires, sont bien sûr tout à fait co-responsables des propos de M. Zemmour. Ou alors, il faudrait qu'ils aient un peu de retenue quant à la place qu'il occupe. Co-responsable, complice de ces déclarations ? Je dis co-responsable. Co-responsable. Et alors, vous disiez, si une autre personne un responsable politique peut prononcer disait les mêmes propos que Éric Zemmour, ça se passerait autrement. Une question concernant Éric Zemmour, justement. En développant des thèses crypto-pétainistes et révisionnistes, Zemmour, qui se revendique comme juif, est-il ou n'est-il pas devenu un faire-valoir, un alibi, une caution pour les antisémites ? Ouais, je ne veux pas. C'est une question qu'on se pose. Je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que je pense que. Mais est-ce que c'est une question qu'on a le droit de se poser ? Oui, en tout cas, les Juifs doivent se poser. Ils doivent se poser quelle question précisément ? De savoir comment ils doivent se déterminer par rapport à Éric Zemmour. C'est pas parce que il y a la même religion qu'il doit y avoir une forme de
d'acceptation de propos qui entretiennent la haine. Que dirait-on si il y avait un musulman qui dise des choses sur les juifs? Il y en a eu. Il y en a eu des propos antisémites. Il y a eu des actes antisémites. Et nous devons les dénoncer et les sanctionner. Mais que dirait-on encore aujourd'hui si on entendait sur les juifs de la part d'un musulman les propos que Éric Zemmour tient sur les musulmans? Et il faut pas oublier une chose. Éric Zemmour dit ce qu'il dit sur Pétain, le discours du Veldiv et tout le reste. Mais il prononce aussi des propos racistes anti-musulmans. Oui, c'est ce que je viens de ou anti-noirs. C'est ce que je viens de vous dire. Mais d'une façon générale, Éric Zemmour entretient la haine entre les individus, veut les séparer selon leur religion. C'est ça qui est extrêmement grave. C'est grave pour, finalement, la République, mais c'est grave aussi pour tous ceux qui, à un moment, peuvent être entraînés dans cette guerre qu'il veut organiser. Vous dites les Juifs doivent se poser la question. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous dénoncez le fait que des Juifs, comme, on va citer leur nom, puisque c'est public, Gilles-William Gonadel, Clément Weirenal ou la conseillère numéro 1 de Zemmour, Sarah Knafo, le soutiennent, fassent du prosélytisme pour lui, ou certains financent sa campagne? Qu'est-ce que vous en pensez? Chacun bien sûr, est libre dans une république d'avoir le candidat de son choix, de faire une campagne. Heureusement que le pluralisme existe. Mais enfin, il y a des limites. Après, ce sont les limites que le droit pose. Mais faut-il quand même rappeler que tous les groupes identitaires, tous les groupes les plus extrémistes, tous les groupes les plus racistes, xénophobes, sont aujourd'hui autour d'Éric Zemmour. Et je pense que ça devrait faire réfléchir, y compris ceux qui ont été victimes de racisme et d'antisémitisme. Alors, l'extrême droite, elle est donnée à 35, 36, 37% parfois dans les sondages, alors que la gauche, tout candidat confondu, atteint péniblement les 25%. Vous avez été 15 ans premier secrétaire du PS, 5 ans président. Certains disent, c'est François Hollande qui a une responsabilité dans cette descente du PS et de la gauche aux enfers. C'est le cas ou pas? Je vais rappeler une vérité toute simple, c'est que je ne suis pas dirigeant du Parti Socialiste depuis maintenant 2012 que je suis devenu président de la République. Et je cite Olivier Faure, c'est Olivier Faure qui dit ça. D'ailleurs, l'an dernier, ici, il y a quelques mois, il vous accusait d'avoir mis le PS à terre, vous êtes responsable de la débâcle du PS en 2017, et il vous accusait aussi de tirer en permanence contre votre propre camp. Mais quand on tire sur le bilan qui est le mien... Est-ce que ça valorise le Parti Socialiste? Ça, c'est Olivier Faure. Quand depuis 5 ans, il ne s'est rien produit d'utile, soit sous forme d'inventaire, il est légitime l'inventaire, par rapport à ce qu'un président socialiste a pu faire, ou d'autres avant lui, ou quand il n'y a pas eu de proposition forte, capable d'offrir un programme et une espérance, quand il n'y a pas eu d'alliance qui ait été conclue avec des partenaires pour permettre éventuellement des rapprochements. C'était une stratégie, ce n'était pas la mienne, mais ça pouvait être une option. Quand il n'y a rien eu pour rehausser l'ensemble des acquis de la gauche depuis 1981, voire même des doutes qui ont été portés, lorsqu'il y a eu une espèce de confusion, d'effacement, voilà ce qui s'est produit depuis 5 ans. Et ça, c'est Olivier Faure? Mais c'est qu'importe qu'importe les responsables. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 5 ans, le Parti Socialiste est dans la zone des 6%. Est-ce que c'est sa place? Vous êtes généreux. Est-ce que c'est sa place? Est-ce que c'est son destin? Non. Si vous me parlez de la gauche fait dans les sondages entre 25 et 30%. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une partie de l'électorat de gauche est soit dans l'abstention, soit pense qu'un vote Macron peut le protéger contre l'extrême droite. Et effectivement, il y a cette menace, ou contre la droite, si elle trouvait un candidat qui puisse demain accéder au second tour. Donc le problème de la gauche, c'est pas de savoir s'il y a plusieurs candidats, c'est d'avoir une ligne, d'avoir une stratégie, d'avoir une identité, d'avoir un projet. Et c'est pour ça que Anne Hidalgo qui doit porter ce message-là. Parce que s'il n'y a pas ce message-là, eh bien, il y aura la dispersion, il y aura des scores lilliputiens, et on aura une nouvelle fois au second tour simplement à faire un vote de barrage. Or, les électeurs, ils veulent pas simplement faire un vote contre, ils veulent faire un vote pour. Donc les grands partis traditionnels, que ce soit la droite aujourd'hui qui cherche son candidat et finira par le trouver, et que ce soit la gauche qui doit retrouver, elle, l'axe qui était le Parti Socialiste, parce que sans le Parti Socialiste, sans une force qui puisse dépasser
toutes les autres, il n'y aura pas de possibilité pour la gauche de revenir au pouvoir. Et c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Alors, Anne Hidalgo, après l'avoir critiqué justement dans ce livre, je ne l'ai pas critiqué dans le livre, vous l'avez mal lu. Ouais. J'ai dit simplement que... On a compris que, bon, non, elle faisait pas... Vous l'avez pas forcément bien compris. Ouais. J'ai dit qu'elle avait à faire en sorte, maintenant qu'elle est candidate, de préciser ses orientations, de donner son programme, de fournir une espérance au pays. Et donner un projet global pour s'adresser à tous. Et ça, c'est sa mission. Alors, justement, donc... Bon, moi j'ai cru comprendre que vous l'avez critiqué dans le livre, et à en croire les sondages, vous l'avez reçu, enfin, vous avez fait une sortie de campagne avec elle en Corrèze il y a quelques jours, et à en croire les sondages où elle attend difficilement les 5%, on a l'impression que ça n'a pas fait vraiment bouger les choses. Est-ce qu'elle est encore sauvable, la candidate Hidalgo ? Mais je vous en ai donné les conditions pour qu'une candidature de gauche, de gouvernement, en l'occurrence Anne Hidalgo, puisse être au plus haut au premier tour et accéder au second tour. La condition, c'est pas de se mêler de ce que font les autres candidats, de pas chercher une candidature unique, de pas se retirer pour l'un ou se retirer pour l'autre. La seule condition, c'est de porter un projet qui donne confiance, qui soit suffisamment audacieux. Et il y a de quoi par rapport à ce qui était votre premier sujet, la question climatique, parce qu'il va falloir modifier, bouleverser même notre organisation économique et industrielle et favoriser une large redistribution. Il y a suffisamment de quoi pour dire combien les menaces extérieures sont grandes et qu'il y a besoin d'une politique qui puisse être ferme et en même temps capable de proposer des solutions dans les principaux conflits. On a besoin d'une politique européenne et les sociodémocrates qui reviennent en Europe, c'est une chance pour la France pour permettre qu'elle puisse avoir une relance de son économie sans déséquilibrer ses comptes publics. Donc je pense que la social-démocratie a toute sa place dans cette élection présidentielle et qu'il faut défendre cette ligne, et cette ligne peut apparaître à ce moment-là sérieuse, crédible et capable d'être au second tour pour présider la France. Philippe Labro, il écrivait dans Le Point cette semaine qu'Anne Hidalgo incarne l'autodestruction de la gauche. Est-ce qu'il, quelque part, il n'a pas un peu raison ? Enfin, je trouve que ces attaques, là aussi, parce que c'est Anne Hidalgo, maire de Paris, et qu'il y a des polémiques incessantes sur ce qui se passe à Paris, que c'est une femme, parce que finalement, là aussi, on n'en dirait pas autant si c'était un homme. Il y aurait tellement d'hommes qui mériteraient qu'on leur dise qu'ils sont dans l'autodestruction. Qui, par exemple? Enfin, je vais pas faire la liste. C'est ceux dont vous parlez dans le livre, Mélenchon, Montebourg et d'autres. Pourquoi s'en prendre à Anne Hidalgo avec cette férocité C'est parce que c'est une femme qu'on fait ça? Je pense qu'il y a cette part-là, parce que c'est aussi une femme qui est maire de Paris, parce que c'est une femme qui est socialiste. Finalement, la gauche est toujours montrée du doigt, stigmatisée, considérée comme illégitime. Ça suffit à la fin que l'on puisse discuter des idées, que l'on puisse contester un certain nombre de ses déclarations. Ça fait partie du débat démocratique. Mais cette espèce d'acharnement, de la part de qui d'abord ? Au nom de quelle autorité ? Au nom de quelle légitimité ? Anne Hidalgo réalisant 5%, c'est ce que donnent les sondages, voire moins. Est-ce que ça serait pas la fin du PS ? Et le PS, je vous ai dit, il revivra le jour où il s'affirmera lui-même, où il portera des propositions qui emmèneront une partie du pays vers une alternative crédible. Le PS ça attirera des talents le jour où il apparaîtra comme ouvert à toutes les sensibilités, toutes les idées, mais capable d'avoir une ligne. Et vous y croyez encore pour dans 4-5 mois? Mais on avait annoncé la mort de la social-démocratie en Europe. Les partis étaient mal en point. C'était vrai. Le SPD, mais ça a mis des années à revenir. Pas du tout. Le SPD, il y a encore 6 mois, était à 12 ou 13% en Allemagne. Il a fini à 25 et a gagné l'élection. En Italie, on a annoncé la gauche moribonde. Elle a gagné les élections municipales. En Espagne, au Portugal, les socialistes gouvernent. En Scandinavie, il n'y a pas un pays qui ne soit pas gouverné par des socialistes. Donc voilà, il suffit d'être socialiste. Vous me demandez, quel est l'avenir du PS ? Être socialiste. Être socialiste, si Anne Hidalgo décide de renoncer, est-ce que vous pourriez être candidat à la présidentielle? Mais pourquoi renoncerait-elle? Au nom de quoi aurait-elle à renoncer? La campagne n'a pas commencé. On ne connaît pas les candidatures. Nous ne savons pas si le président de la République, même si nous avons quelques indices, sera candidat à sa réélection. Nous ne connaissons pas le candidat de la droite. Donc à partir de là, attendons le début d'une véritable compétition pour savoir qui sera
au deuxième tour et quel sera le résultat. Est-ce que c'est vrai que vous pourriez revenir activement en politique après la présidentielle, vous présentant aux législatives en Corrèze? C'est vrai ou pas? Non, je n'ai aucune intention de ce point de vue-là. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, mais vous dites aujourd'hui. Je ne sais pas. Est-ce que demain, c'est possible? Je ne sais pas quelle sera la situation. Elle est suffisamment grave dans notre pays. Quand on voit le niveau de l'extrême droite, des extrêmes droites, les déclarations dont j'ai dit leur caractère indigne, indécente et infondé. Quand on voit le niveau du débat politique, quand on voit le montée de l'abstention, quand on voit le risque d'avoir un deuxième tour qui ne permette pas un véritable choix entre la gauche et la droite. Oui, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi ne pas être comme ça, indifférent, sarcastique à l'égard de la situation. Je ne suis pas sur une position extérieure, méprisante à l'égard de ce qui se passe aujourd'hui en disant, vous voyez, c'était mieux avant. Ben non. Je pense que tout individu, qu'il ait été président, qu'il soit citoyen, il a besoin de s'engager. Que si on reste comme ça, inerte, face à cette débauche de déclaration indigne, si on reste inerte par rapport à ce désordre dans la vie politique, à cette confusion, eh ben on a une part de responsabilité. Est-ce que les socialistes qui soutiendraient Macron, on parle de François Rebsamen ou du maire de Nancy Mathieu Klein, qui pourraient faire ce choix, seraient des traîtres à vos yeux? Je pense que aujourd'hui, quand on est socialiste, on soutient la candidature socialiste. C'est tellement simple. Ensuite, moi, je ne veux pas être le juge et l'arbitre des élégances entre les élus qui peuvent à un moment vouloir participer à une action. Il y en a eu d'autres avant. Ce que je crois, c'est que ça ne rendrait pas service à la reconstruction de la gauche. Alors, la gauche et Emmanuel Macron, et la droite aussi, qui accuse Emmanuel Macron de cramer la caisse et de faire campagne comme l'opposition de gauche avec le chéquier de l'État. Est-ce que ce sont des critiques recevables ou des critiques justifiées? Je pense qu'il y a, de la part du pouvoir actuel, de la part d'un bon nombre de candidats qui multiplient les promesses, une forme d'aveuglement. Y compris Anne Hidalgo aussi, quand elle promet de doubler le salaire des profs et ainsi de suite. Il y a de la part aujourd'hui de la plupart des candidats et du président sortant l'idée que il y aurait des libertés budgétaires que l'on pourrait s'offrir pour l'éternité. Eh bien, c'est pas vrai. Au lendemain de 2022, de l'élection présidentielle de 2022, compte tenu de l'ampleur des déficits, compte tenu de la hauteur de la dette publique, compte tenu de la possibilité d'une remontée des taux d'intérêt, compte tenu du retour de l'inflation, il y aura des décisions difficiles à prendre. Et plus on en promet aujourd'hui, moins on en fera demain. Et qu'il y a là aussi une forme d'irresponsabilité que je crois même les Français comprennent. C'est-à-dire que même ceux qui entendent toutes ces promesses, tout cet argent qui est versé sans qu'on sache très bien d'où il vient et où il va, doutent de l'efficience, de l'efficacité, de la réalité même de la promesse. Quand vous parlez de décisions difficiles, qui seront difficiles à prendre, est-ce que vous pensez à la réforme des retraites dont a parlé Emmanuel Macron mardi? Mais de toute façon, quel que soit le président élu, il y aura une réforme des retraites. Toute la question est de savoir laquelle. Est-ce que ce sera une réforme des retraites telle que je l'ai moi-même engagée avec Marisol Touraine et Jean-Marc Ayrault quand nous étions aux responsabilités du pays, c'est-à-dire avec une durée de cotisation qui s'allongera? Je pense que ça, les partenaires sociaux peuvent négocier là-dessus et trouver des solutions. Mais durée de cotisation qui peut aller jusqu'à combien d'annuités? Ça, ce sera aux partenaires sociaux. Mais vous avez sociaux. une idée en tête? On l'avait allongé, nous, jusqu'à 43 ans. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à 44, 45 ans, 46 ans? C'est possible d'allonger la durée de cotisation jusqu'en 2030 ou 2035, en fonction des nécessités. Mais l'autre option, est-ce que j'ai compris être celle à la fois du président Macron et de la droite, qui est de fixer l'âge légal de la retraite à 65 ans, voire même pour certains... Édouard Philippe dit 64, 65, 66 ou 67 ans. 67 ans. Ce qui existe dans certains pays européens. Hein. Ça dépend, les règles sont assez différentes, mais ça voudrait dire que les gens qui ont commencé à travailler à 18 ans seraient obligés de travailler jusqu'à 67 ans, c'est-à-dire presque 50 ans, pour accéder à un niveau de retraite mais si ce n'était pas le cas pour les gens qui ont de longue carrière. La réforme des retraites, elle doit aussi prendre en compte la pénibilité, ce que j'avais moi-même introduit dans notre droit social. Et donc, il y aura une réforme des retraites. La question, c'est laquelle? Mais deuxièmement, il n'y aura pas qu'une réforme des retraites.
parce qu'il va falloir mettre de l'ordre dans les comptes publics. Alors, il va falloir mettre de l'ordre dans les comptes publics, pardon. Emmanuel Macron s'est posé aussi, donc mardi soir, devant les Français, en défenseur de l'Europe, de la valeur travail et de la relance du nucléaire. On a parlé du nucléaire tout à l'heure. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que ça peut constituer de bons axes de campagne pour lui? Je crois là aussi, tout président après 2022 aura à relancer une construction européenne qui ne sera pas forcément à 27, parce qu'on voit bien les difficultés que l'on a avec un certain nombre de pays qui ne veulent pas aller plus loin, voire même qui veulent reculer. Une construction européenne dans l'Europe à 27, mais avec qui des sera cercles, avec un noyau, une avant-garde. c'est ce que proposait Jacques Delors déjà en son temps. Oui, et qui reste, avec vous d'ailleurs. Qui reste encore plus actuel que jamais, et une Europe beaucoup plus intégrée sur le plan de sa défense. Vous avez parlé des menaces qui existent à nos frontières, menaces russes, menaces terroristes, menaces avec la Turquie, avec l'Iran. Donc nous voyons bien que nous sommes devant des réalités qui sont difficiles, et à partir de là, il faut que l'Europe se défende. Comment vous expliquez la bonne tenue d'Emmanuel Macron dans les sondages, après les crises qu'il a dû affronter? D'abord parce que dans les crises, et c'est bien qu'il en soit ainsi, il y a une unité qui doit se produire, une légitimité autour du président de la République. J'en ai eu aussi le bénéfice, si je puis dire, au moment de la crise des attentats, et qu'il y a pour une partie de l'opinion le sentiment que rien n'existe à côté de Emmanuel Macron en termes d'alternatives et de projets républicains, et qu'il y aurait le choix qu'entre l'extrême droite et Emmanuel Macron. Et ça peut durer comme ça jusqu'à la présidentielle? Ça dépend pas d'Emmanuel Macron. L'extrême droite, on a compris qu'elle allait partir divisée, mais qu'elle est aujourd'hui dans la récupération de la peur, et qu'elle même influence un certain nombre de déclarations. Et puis, ça va dépendre donc de la capacité des grands partis, enfin de ce qu'étaient les grands partis de gouvernement, les LR d'un côté et les socialistes de l'autre, de la capacité qui sera la leur de faire valoir une alternative. Je relance par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que le vote utile à la présidentielle pour faire barrage à l'extrême droite, peut-être aussi à la gauche populiste de Mélenchon, et à la droite, pour une partie de la gauche, ça ne sera pas le vote Macron? Il y a toujours un vote utile. Dans toute élection, il y a une partie de nos concitoyens qui cherchent à ce que leur intervention civique, leur suffrage, puisse être utile. Le Parti socialiste en a beaucoup bénéficié. C'est plus le cas aujourd'hui. C'était le moyen non seulement d'écarter la droite quand elle gouvernait, mais en plus d'avoir des avancées sociales, sociétales, que la gauche, autour du Parti socialiste, permettait. Donc vote utile Macron, c'est possible ou pas? La droite a aussi eu un vote utile quand il s'agissait, là aussi, d'écarter la gauche. Donc le vote utile permettait les alternances. Aujourd'hui, donc si j'ai un conseil à donner aussi bien à la droite républicaine qu'à la gauche républicaine, c'est de ne pas être sensible aux extrêmes et de valoriser un vote utile pour que le débat puisse, au second tour, avoir du sens entre la gauche et la droite. Et si ce n'est pas fait, eh bien, il y aura une partie du corps électoral, sans adhérer à la politique du président sortant, sans partager son style ou sa méthode ou ses déclarations, qui nécessairement essaieront d'éviter qu'il y ait une extrême droite qui soit trop présente, trop puissante au second tour de l'élection. Mais j'ajoute, le risque majeur à mes yeux, c'est un niveau très élevé d'abstention. C'est-à-dire qu'une partie de nos concitoyens, considérant que la donne démocratique ne les satisfait pas, qu'il n'y a pas d'offre sérieuse, qu'ils ne veulent soutenir personne, ne viennent pas voter. Et qu'est-ce que ça voudrait dire une élection présidentielle au premier tour où il y a autant d'abstention? C'est que ce sera très difficile pour le président qui sera élu dans ces circonstances-là de pouvoir diriger le pays. D'avoir une majorité peut-être après en jeu, mais vote utile donc Macron, c'est possible, c'est ça que vous dites? Mais il faut que le vote utile soit le fait de toutes les forces démocratiques. Si elles n'y parviennent pas, il y aura forcément un vote pour le président sortant de barrage. Mais je crois que aujourd'hui rien n'est fait. Et si la droite désigne un candidat qui peut être au second tour, le vote utile jouera en faveur, le vote utile de droite jouera en faveur de cette candidature. Pareil à gauche, ça peut donc être l'avenir de la candidature socialiste justement, si elle apparaît comme pouvant accéder au second tour. Une question personnelle.
comment avez-vous pu collaborer au dernier livre de Davé et l'Homme, alors qu'ils ont largement contribué à l'impossibilité pour vous d'avoir pu être candidat en 2017? Je n'ai pas collaboré, en aucune En tout façon. cas, vous les avez revus, vous avez participé à l'écriture de leur livre. Moi, je réponds aux questions qu'on me pose. Je réponds aussi à vos questions. Bon, donc, et je pense que si j'avais un reproche à leur faire, n'est pas le contenu du livre. Lequel? Celui-ci ou le précédent? Le précédent, celui qui concernait mon quinquennat. C'est le titre qui avait été choisi et les extraits qui avaient été hors contexte utilisés, pas forcément par et le titre de ce dernier livre, avec le mot traître qui concerne Emmanuel Macron, c'est un titre juste ou pas? Ça, c'est leur responsabilité. Non, mais vous, est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron est un traître? Moi, j'ai pris un titre pour mon livre qui s'appelle « Affronter ». Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, ce titre me paraît être la bonne manière de se comporter. Il faut affronter les extrêmes, il faut affronter les manipulations, il faut affronter les menaces qui sont autour de nous, il faut affronter la crise écologique, il faut affronter les nécessités de nous protéger aussi bien sur le plan social que sur le plan extérieur. Mais Emmanuel Macron a été un traître vis-à-vis de vous ou pas? Moi, je ne veux pas rentrer dans ces... Alors, si vous voulez savoir ce que je pense d'Emmanuel Macron, il faut lire votre livre. Il faut lire mon livre. Voilà, et on l'a lu, et donc on sait ce que vous en pensez. Voilà. En cas de second tour, Macron face au candidat de droite qui aurait été investi, donc que ce soit Bertrand, Pécresse ou Barnier, vous choisissez qui? Mais je ne vais pas me poser dans cette hypothèse-là. Ce que je vais dire simplement, et je pense que à votre micro ou à d'autres micros, cette question doit être inlassablement posée. Que fait-on s'il y a un des candidats d'extrême droite qui se retrouve au second tour, que ce soit Mme Le Pen ou M. Zemmour. Et vous dites Zemmour second tour, c'est possible aujourd'hui? En tout cas, je pense que, puisque vous posez ces questions un peu futuristes, vous devez poser la question, dire qu'est-ce que vous faites à droite par rapport à cette situation où il y aurait un candidat de la gauche ou un candidat, en l'occurrence Emmanuel Macron, qui serait au second tour face à Zemmour ou Madame Le Pen. Et ça, c'est une question que vous posez, par exemple, aux candidats qui vont s'affronter ce soir à tous les candidats, puisqu'elle m'a été posée. Je rappelle que comme premier secrétaire du Parti Socialiste en 2002, lorsque Jacques Chirac s'est retrouvé au second tour face à Jean-Marie Le Pen, et que Lionel Jospin a été écarté, j'ai appelé à voter pour Jacques Chirac. De la même manière, en 2017, aucune hésitation pour voter Emmanuel Macron, pour écarter Madame Le Pen, et pas simplement pour écarter Madame Le Pen. Alors, dernière question, il s'agit aussi d'un vote. Est-ce que vous comprenez les socialistes, beaucoup de socialistes, qui vont voter la semaine prochaine à la demande d'André Déniel, David Lisnard à la tête de l'Association des maires de France? Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je ne suis plus maire, donc je ne suis pas électeur. Je n'ai pas à me placer dans cette situation. Mais demander mon avis sur le pays, je peux le faire. Sur les maires de France, c'est pas mon rôle. Il y a toujours eu une combinaison, si je puis dire, entre droite et gauche pour... combination. Non, disons une formule pour permettre que l'Association des maires de France soit bipartisane. Il y a un autre candidat qui ne veut pas forcément de cette formule-là, et que les maires choisissent. Merci en tout cas François Hollande d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. À dimanche prochain. Merci. Bon après-midi.